Au sommaire de cette édition, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, un gigantesque incendie ravagea un dépôt de carburant dans la capitale guinéenne, provoquant la mort de plus de 20 personnes et causant d'importants dégâts matériels. Et après, la société civile déplore l'absence d'informations sur l'enquête promise par les autorités. Dans ce journal également, les chefs d'État de la CEDEAO ont acté d'images le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso à partir du 29 janvier 2025. Bonsoir et bienvenue au journal international de Tchad Info. Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, un gigantesque incendie ravageait un dépôt de carburant dans la capitale guinéenne, provoquant la mort de plus de 20 personnes et causant d'importants dégâts matériels. Alors qu'un an après, la société civile déplore l'absence d'informations sur l'enquête promise par les autorités. Le gouvernement préfère mettre en avant les importants moyens qu'il a débloqués pour les sinistrés. Il y a un an, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, une explosion déclenche un incendie géant dans un dépôt de carburant à Koronti, Conakry. Bilan, plus de 20 morts, 200 blessés, des milliers de sinistrés et des dégâts majeurs. Le président Mamadi Doumbouya décrète 3 jours de deuil national, tandis qu'une enquête judiciaire est ouverte sans résultat concret à ce jour. Abdoul Sako, des forces sociales de Guinée, déplore le silence des autorités. Un an après, le site est en ruine, l'origine de l'explosion reste inconnue et aucune réponse claire n'a été apportée. Les Guinéens méritent de savoir. Ousmane Gaoul Diallo, ministre et porte-parole du gouvernement, défend l'action de l'État. Plus de 2000 sinistrés ont été aidés. Écoles et hôpitaux reconstruits. Aide financière pour les familles, logements rénovés. L'État a fait le nécessaire malgré les critiques injustes. Les chefs d'État de la CEDEAO ont acté dimanche le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso à partir du 29 janvier prochain. Les trois pays le considéraient comme effectifs depuis le 29 janvier dernier. Surtout le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont déjà annoncé qu'ils permettraient aux citoyens de la CEDEAO de circuler sans visa dans leur espace de l'Alliance des États du Sahel. Une fin stratégique oblige la CEDEAO à se positionner sur la question. Les médiateurs sénégalais et togolais de la CEDEAO ont donc jusqu'au 29 juillet prochain pour convaincre les pays de l'AES de rester. Ali Tounkara, enseignant-chercheur à l'université de Bamako et directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, n'y croit pas du tout. Au regard de l'avancement de la structuration de l'AES, il est hasardeux d'espérer un quelconque changement de la part de ces trois États quant à leur possible retour à la CEDEAO, explique le chercheur. Les 6 mois de délai permettront donc surtout aux États membres de la CEDEAO de s'accorder entre eux déjà, puis avec les pays de l'AES sur les modalités du retrait. Le Mali, le Niger et le Burkina ont stratégiquement pris les devants la semaine dernière en offrant la libre circulation aux ressortissants des pays de la CEDEAO. Un coup finement joué pour tenter d'obtenir la réciprocité. Cette question est embarrassante pour la CEDEAO, estime Ali Tounkara. Accorder la réciprocité naturellement reviendrait à acter un retrait avec une possibilité d'effet domino. Inciter d'autres pays à s'affranchir des règles démocratiques de la CEDEAO tout en conservant la profitable liberté de circulation sans parler à ce stade de liberté d'installation ni même de l'épineuse question des droits des douanes est un écueil à éviter pour la CEDEAO. Pour autant, le chercheur malien estime que l'organisation régionale aurait beaucoup à perdre à ne pas accepter l'offre de l'AES. Si les États de la CEDEAO venaient à s'opposer à l'idée de la réciprocité, juge Ali Tounkara, il est fort probable qu'on assiste à un émiettement des décisions collectives des membres de la CEDEAO au risque de voir l'organisation affaiblie, voire délégitimée. La CEDEAO s'est donné 6 mois pour trancher. La future réponse constitue un enjeu vital pour l'organisation ouest-africaine comme pour l'Alliance sahélienne. Alors que les premières élections sénatoriales de l'histoire du Togo auront lieu le 2 février prochain, plusieurs partis d'opposition ont d'ores et déjà annoncé qu'ils n'y participeront
pas sur les 4 formations qui en sont issues. À l'Assemblée, 3 ont déjà fait part de leur décision de ne pas présenter des candidats. Il n'y voit rien d'autre qu'une massacre électorale. L'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre, qui en a fait l'annonce samedi 15 décembre, mais aussi les forces démocratiques pour la République de Paul Dodji et la dynamique pour une majorité du peuple de Brigitte Johnson, l'ont d'or et déjà fait savoir. Eux ne prendront pas part aux premières élections sénatoriales de l'histoire du Togo, qui auront lieu le 2 février prochain. Depuis que chacune de ces formations a obtenu un siège de député aux législatives d'avril dernier, elles dénoncent des fraudes qui ont permis, selon elles, au parti uni au pouvoir d'obtenir la quasi-totalité des sièges à l'Assemblée et de contrôler autant des grands électeurs. C'est là même qui choisiront les sénateurs. Mais les raisons qui les poussent à ne pas vouloir prendre part aux élections sénatoriales vont au-delà. L'ANC, les FDR, considère aussi la mise en place du Sénat comme une simple continuité de ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel, à savoir l'adoption d'une nouvelle constitution instaurant un régime parlementaire au Togo. Alors que le Front Touche pas à ma constitution évoque, lui à ce propos, une marche forcée pour entrer dans la 5e République. Il rappelle aussi que le début du mois de février coïncidera avec le 20e anniversaire de l'accession au pouvoir de Faure Gnassingbé. Face à ces arguments, un cadre du parti UNIR fait pour sa part remarquer que les dispositions relatives à la composition du Sénat n'ont pas changé par rapport à la constitution précédente et que l'opposition dénonce une réforme déjà en vigueur. Le 4e parti d'opposition à l'Assemblée, ADI, n'a quant à lui pas encore annoncé sa décision. La formation d'Aimé Gauger se concerte en tenant compte de la composition du corps électoral. Le Sénat togolais sera composé de 61 membres, dont 41 élus au suffrage indirect par les conseillers régionaux et municipaux. Les 20 autres seront nommés par le président Faure Gnassingbé. Et puis au Kenya, les officiers de la police ont été sanctionnés pour avoir réprimé une manifestation féministe la semaine dernière à Nairobi. La direction de la police a annoncé lundi 16 décembre au soir la mutation de 2 commandants en charge de maintien de l'ordre ce jour-là. Une décision qu'ont salué les autorités, surtout les organisations de défense des droits de l'homme. Mais cette mesure, selon elles, reste largement insuffisante. Pour une fois, des têtes sont tombées. 2 commandants de la division centrale de la police de Nairobi ont été mutés. Selon Douglas Kanja, le chef de la police nationale, ces officiers font l'objet d'une enquête de l'inspection générale. Mardi 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, la police de Nairobi a reprimé avec des gaz lacrymogènes une manifestation contre les féminicides. Un usage de la force qui a provoqué une telle vague d'indignation que le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur, Raymond Omolo, l'a lui-même qualifié de malheureux et inacceptable, bien que ces mutations représentent un progrès. On est encore loin de s'adresser aux problèmes systématiques qui permettent ces abus, écrivent 4 organisations de défense et des droits de l'homme, dont Amnesty International et la Société kenyane du droit, dans un communiqué publié mardi. Elle demande notamment des poursuites judiciaires à l'encontre des responsables de la répression ainsi qu'une réforme profonde des méthodes du maintien de l'ordre au Kenya. En juin déjà, la répression de manifestations antigouvernementales avait fait plus d'une 60aine de victimes. Et puis pour finir avec un réseau de distribution d'eau potable hors service après le passage du cyclone Chido, certains Mahorais n'ont pas d'autre solution que de consommer une eau polluée, une situation qui inquiète les autorités sanitaires et qui fait craindre l'apparition d'épidémies dont le choléra. Quasiment toutes les conditions sont réunies pour faciliter le départ d'une épidémie à Mayotte. Le réseau d'assainissement et de distribution d'eau ne fonctionne plus depuis le passage dévastateur du cyclone Chido. Pour s'approvisionner, les Mahorais se rendent au puits ou à la rivière, ce qui n'est pas sans conséquence. La consommation d'une eau suée peut provoquer la propagation de bactéries ou de virus. Des maladies transmises par une eau impropre telles que le choléra pourraient ainsi réapparaître dans l'archipel ou aggraver le drame déjà subi par les populations. Au printemps dernier, une épidémie de choléra s'était déjà propagée dans plusieurs bidonvilles et avait fait 7 morts. 6 mois plus tard, son effet est encore dans les esprits.
Cette maladie bactérienne nécessite un diagnostic et une prise en charge rapide. Si elle fait à nouveau son apparition à Mayotte, elle serait très difficile à stopper, le centre hospitalier de l'île et les dispensaires étant tout fort endommagés par le passage du cyclone. Pour Hugues Infrumé, coordinateur dans le matériel médical, les visites de ministres et d'autres responsables n'aident pas la situation. Si les ministres viennent pour nous ajouter des délais, ils peuvent rester chez eux. Quand ils continuent à défiler tous les 2 jours, cela bloque le centre-ville de Mamoudzou, car tout délai supplémentaire est délicat alors que les habitants se baladent avec des seaux en cherchant où trouver de l'eau, se plaint-il. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtre pour vivre l'actualité en continu.